7h41. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Et si le pire au Proche-Orient n'était pas certain ? Oui, c'est en tout cas le parti pris de notre ami Édouard Tétrault, essayiste bien connu des auditeurs d'Europe 1, puisqu'il est sur notre antenne tous les mercredis matins à 7h moins le quart. Et sur le dossier iranien, il a choisi la grosse cote, comme disent les turfistes. Il publie une tribune très hétérodoxe aujourd'hui dans le Figaro. Sa thèse, c'est effectivement de dire que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère de paix et de prospérité mondiale totalement inattendue. Alors Tétrault n'ignore pas bien sûr les nuages noirs du moment, mais avec la décapitation de la chaîne de commandement à Téhéran, la destruction du potentiel militaire et nucléaire iranien, nous sommes peut-être à la veille d'un effet domino, explique-t-il, un peu comme ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin qui a finalement provoqué l'effondrement de l'ensemble du monde communiste. L'effondrement de la dictature islamiste pourrait en entraîner d'autres, ajoute-t-il, ainsi que celui du terrorisme et du fondamentalisme islamiste. Les mollahs disparus, c'est moins d'armes pour les Russes, moins de devises pour la Corée du Nord, moins de cash pour le Venezuela. La chute du régime iranien signerait aussi symboliquement le premier grand échec de l'islamisme politique mondial. Voilà, c'est une thèse, une construction intellectuelle, mais pas forcément plus idiote que toutes celles qui nous prédisent le chaos et la guerre planétaire. Alors une chose sûre, en revanche, c'est l'affaiblissement de la diplomatie européenne. Oui, il n'y a certainement pas lieu de s'en réjouir, juste de le constater, écrit Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion. Les Européens sont à la ramasse, écrit-il. Après celle d'Ukraine, la guerre entre Israël et l'Iran ne fait que le confirmer. Ils parlent, se réunissent, publient des communiqués. Dans le meilleur des cas, l'effet est nul. Plus souvent, il n'en résulte que l'exposition de leur impuissance. Et c'est dans ce contexte que se tient aujourd'hui et demain un sommet de l'OTAN tout à fait capital. L'événement fait la une des Échos et le titre claque aussi fort qu'une GBU 57. Trump fait plier l'Europe. Les pays européens vont-ils accepter de porter leur effort total de défense à 5% de leur PIB, un chiffre qui constitue un affichage politique exigé par Trump, explique Étienne Lefebvre dans son éditorial, même si en réalité les dépenses de défense, stricto sensu, devront atteindre seulement 3,5%, seulement, mais c'est un effort déjà considérable. Les ultimatums à répétition des États-Unis ont en tout cas le mérite de forcer les 27 à se réveiller, écrit l'éditorialiste, et à prendre en main leur défense. Et puis, de manière plus anecdotique, ce sommet de l'OTAN va aussi être le plus cher de l'histoire du traité de l'Atlantique Nord, nous indique Anne Bauer, envoyée spéciale des Échos à La Haye. 27 000 policiers, 10 000 militaires mobilisés, des F-35 sillonneront le ciel, tandis que des frégates sont en alerte au large des côtes, tout cela pour protéger 45 chefs d'État et de gouvernement, dont POTUS, comme on l'appelle, the President of the United States. Les médias hollandais ironisent déjà sur la facture de cet événement, 183 millions d'euros, alors même que le sommet a été réduit à la réunion la plus courte de l'histoire de l'OTAN, afin d'éviter, écrit-elle, tout dérapage incontrôlé du côté de Donald Trump. Certains journaux se moquent déjà du repas le plus cher jamais organisé par des Néerlandais, pays tout à fait hermétique à la gastronomie, et peuple qui a la réputation, il faut bien le dire, d'être particulièrement radin. Allez, on continue à parler d'argent, Olivier Delagarde, mais on revient en France. Oui, où l'argent coule à flot, comme on le sait, mais combien de Français savent que l'éolien et le solaire ont fait doubler leur facture d'électricité depuis 10 ans? C'est la question que posent Bernard Accoyer et Xavier Moreno dans une tribune publiée par le Figaro. L'ancien président de l'Assemblée nationale et le président du CEREME, le club de réflexion sur l'énergie, s'interrogent sur la cohérence à développer à grand prix un deuxième réseau de production d'énergie en France quand notre nucléaire est déjà sous-utilisé. Derrière les slogans écologiques, écrivent-ils, se cachent de puissants intérêts industriels et financiers. Et à la fin, ajoute-t-il, ce sont les Français qui paient. Toujours dans le Figaro, un mot de ce sondage sur la violence des mineurs qui confirme l'inquiétude des Français. Par ailleurs, 91% des personnes interrogées par Odoxa estiment que l'insécurité a augmenté et 74% des Français se disent moins confiants
dans la capacité du gouvernement à assurer leur sécurité. À noter également la création d'un nouveau parti politique. La France humaniste, c'est son nom, et son géniteur, qui annonce l'heureux événement dans le Parisien aujourd'hui en France, n'est autre que Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre sort aussi un livre et ne cache pas ses ambitions à Henri Vernet et Marion Mourgue. Je suis convaincu qu'en 2027, déclare-t-il, nous ne pourrons plus élire un président qui n'ait pas l'expérience éprouvée des affaires internationales. Suivez son regard. Mais, allez, on va terminer par une devinette musicale. Alors, je me tourne vers Anissa. A priori, ça devrait pas être complètement trop compliqué à trouver. Allez-y. Si vous séchez, je vous signale que la solution est en page 17 des Échos. Vous êtes prête, Anissa ? Oui, je suis prête. Je laisse un peu de suspense. Ouais. Je vois pas. Alors, quelle est la star la plus rentable, non pas de l'histoire de France, mais de l'histoire du Stade de France ? 3 soirs de concert la semaine dernière lui ont rapporté près de 35 millions d'euros. De quoi se payer quelques dîners en Hollande. Et encore, ça c'est juste pour pousser la chansonnette. Si vous rajoutez les chèques des maisons de haute couture qui se saignent pour que la star porte leur socket, la chaîne d'hôtels de partenaires, le whisky premium de la tournée, sans même parler de la marque de produits capillaires de notre star chevelue. Vous avez trouvé, Anissa, c'est Queen Bee, Beyoncé. Ces 3 concerts au Stade de France. Voilà, Beyoncé, mais oui, à chaque fois qu'elle passe, c'est un record battu. Non, elle n'a pas battu les records de l'année. De Taylor Swift, il y a eu des records aussi qui avaient été établis par Taylor et puis Swift, de alors DJ pas au Stade de Snake France. aussi, je crois. Ouais. Bon, bref, en tout cas, voilà, le business du Stade Incroyable, de France. ouais. Faut rappeler que le Stade de France, quand il a été créé il y a 25 ans, on se disait, mais à quoi donc va-t-il bien pouvoir servir ? Maintenant, Eh ben, L'image de l'équipe de France par an. Ouais. Oui, non, vous voyez, ça marche très bien, c'est un bon business. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. C'est un Votre plaisir. revue de presse chaque matin sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot.